Bonjour, c'est un plaisir de vous voir. Je connais plusieurs d'entre vous. On s'est côtoyés au HUG, en IRM, lors de vos cours ici. Et je remercie Alain de m'avoir invité. C'est un honneur d'être parmi vous, parmi des personnes qui manifestement sont très attachées à l'IRM. C'est pas une critique, je vous assure. Donc, en fait, là, c'est ce qu'on sait de l'imagerie cardiovasculaire pour la recherche de maladies coronariennes. Donc, vous voyez, il y a, je vais dire, des dinosaures. C'est pas péjoratif. Il y a l'écho de stress et puis la médecine nucléaire. Et puis, en fait, je les appelle des dinosaures parce qu'on a une expérience qui est très, très longue de ces techniques. Et au départ, on était très enthousiaste avec ces techniques. On leur décrivait des sensibilités qui étaient excellentes, des spécificités qui étaient excellentes. Et évidemment, plus vous ajoutez des patients à ces séries, plus vous avez de patients qui ne collent pas avec ce que vous attendez. Après, il y a les nouveaux venus. L'IRM est arrivé en premier, a donné rapidement des bons résultats. Il y a eu un engouement important de l'IRM dans la communauté. En Europe, surtout aux États-Unis, un peu moins. Et puis, il y a maintenant une nouvelle vague qui prône plutôt pour le CT, qui est une technique plutôt anatomique par rapport aux autres qui sont fonctionnelles. En fait, chacune de ces techniques a des avantages, des inconvénients, et ce n'est pas un hasard si on les utilise toutes, et si toutes ont une indication dans la recherche de la maladie coronarienne. Il faut quand même qu'on se mette en mémoire quels sont les objectifs qu'on a quand on veut détecter une maladie coronarienne par un moyen d'imagerie. Donc, en premier lieu, on veut mettre des symptômes du patient en corrélation avec une anomalie des artères coronaires. Et c'est très important quand on parle de symptômes du patient, de pouvoir le faire dans un état où il peut ressentir ces symptômes. C'est pour ça que la médecine nucléaire a opté pour faire la plupart de ces examens avec un test d'effort normal, physiologique. L'échographie a pris le même empan, et puis l'ergométrie, qui est l'examen le moins sensible de tous, il reste encore assez bien établi dans pas mal de communautés parce qu'il permet de mettre en corrélation les efforts et puis les symptômes du patient et les anomalies de l'ECG. On peut aussi affiner le pronostic cardiovasculaire, et puis là, toutes les modalités ont permis d'avoir des critères qui nous permettent de dire si un patient est à bas risque, à risque intermédiaire et à risque haut. Et évidemment, les dinosaures ont mis ces critères en premier, et ils ont été repris par l'IRM un peu plus tard. Donc, on peut guider le traitement médicamenteux ou une intervention, par exemple avec la quantité d'ischémie ou bien le type d'anomalie coronarienne qu'on retrouve. Détecter une maladie coronarienne, c'est ce que les méthodes d'imagerie de perfusion savent le moins bien faire par rapport au CT coronarien, je vais le dire, ou bien détecter une ischémie. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'en fait, on se rend compte de plus en plus que ce n'est pas forcément les lésions anatomiques qui font le pronostic du patient, mais c'est l'importance de l'ischémie, et puis l'IRM a évidemment une place dans cette attirail-là. Donc, il y a deux grands courants aujourd'hui. Un courant qui vise à prôner d'abord des méthodes de diagnostic anatomique, par exemple par le CT coronarien, et puis l'autre courant qui vise à viser des méthodes plutôt de perfusion ou bien de contractilité, des méthodes fonctionnelles. Et puis cette dernière étude de 2015 montre qu'en fait, qu'on choisisse l'une ou l'autre de ces modalités, le pronostic des patients ne change absolument pas. Donc, on vous a déjà montré ces tableaux de sensibilité et spécificité. C'est vrai que c'est étonnamment similaire si on recherche une maladie coronarienne anatomique. Ça veut dire si on veut corréler après ces imageries à la présence ou non d'une sténose coronarienne. Mais je veux dire que ça n'a plus une très grande importance parce qu'on sait que les sténoses coronariennes sont très peu corrélées avec des anomalies de perfusion associées. Quoi qu'il en soit, les guidelines de la Société européenne de cardiologie mettent encore en évidence qu'on doit stratifier les patients selon leur risque pré-test. Et puis pour ça, il faudrait qu'on détermine si les patients ont un angor typique, un angor atypique ou bien des douleurs non angineuses. Et qu'une fois qu'on a fait cette discrimination, les dames ont un risque moins important que les hommes. Et plus on s'avance dans l'âge, plus on a une probabilité importante.
Dans la place de l'imagerie fonctionnelle, elle est, comme Juan vous a dit, entre 15 et 85% de probabilité pré-test de maladie coronarienne. Et puis vous pouvez l'estimer avec ce tableau-là. Donc, comme vous voyez après, ce qui est proposé, c'est que quand la probabilité pré-test est entre 15 et 50%, on pourrait soit commencer par un coro-CT, soit commencer par un test d'effort pour peu que la fraction d'éjection du ventricule gauche soit supérieure à 50%. Dans le cas où on a une probabilité pré-test qui est supérieure à 50%, et puis cela jusqu'à 85%, on préconise d'abord une imagerie fonctionnelle, et l'imagerie fonctionnelle peut être également faite dans les probabilités plus basses, comme, le CT coronarien par exemple. Donc ça donne un avantage qui est indéniable par rapport à ces méthodes d'imagerie de perfusion, c'est qu'on peut les faire dans une très très large gamme de probabilités pré-test, et puis c'est assez bien corrélé au pronostic en fait. Donc on va vous parler très souvent de la corrélation avec le FFR, qui semble être le gold standard maintenant. Donc on fait une coronarographie, est-ce que mon IRM est corrélé avec le FFR? Qu'est-ce que le FFR va penser de ce que j'ai dit? Bon, il faut qu'on ait les idées claires pour savoir d'où vient le FFR en vrai. Donc, le FFR, c'est une mesure de pression avant et après une sténose à la coronarographie, mais le cut-off de FFR qui a été décidé, dans 0,75, en fait, ça vient d'études de tests d'effort de patients avec une maladie coronarienne d'un vaisseau qui avait une fraction d'éjection normale, et on a pu montrer au test d'effort que si on revascularisait ces patients, on avait une normalisation du test d'effort. Donc, le cut-off qui a été retrouvé au test d'effort, c'était largement retrouvé également à la scintigraphie. Et c'est en fait la scintigraphie qui a permis, dans une large mesure, de valider la norme qu'on a de FFR. Donc c'est un peu contradictoire de dire, maintenant on va comparer la scintigraphie par rapport aux résultats du FFR, par exemple. Parce que si vous dérivez de moi, après on ne peut pas dire, vous devenez le gold standard et puis on doit vous juger selon une autre norme que vous avez établie. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de ce qui se fait actuellement au HUG comme modalité d'imagerie de perfusion. C'est une vue qui est partielle, c'est une vue qui change si on change de canton, qui change si on change d'hôpital, mais ça vous donne peut-être la perception que l'IRM n'est pas reine partout. Par exemple, au HUG, entre janvier et février, on aurait fait 35 IRM de stress et on aurait fait 363 scintigraphie ou PET. Donc ça donne un rapport de, vous voyez, à peu près 10 pour 1. Donc il y a eu à peu près dans la même période 45 CT coronariens et à peu près 30-40 échographies de stress. Donc là, c'est une échelle de l'indication de ces examens en fonction de l'âge des patients, dont la scintigraphie est en bleu, l'IRM en rouge, et puis le CT coronarien serait en vert. Donc on voit que, comme attendu, le CT coronarien est prescrit plus souvent chez des patients plus jeunes. Étonnamment, au HUG, on le prescrit chez des patients encore assez âgés, ici entre 70 et 79 ans. Mais selon les guidelines, ça devrait être pour des patients plus jeunes. Et puis, les méthodes d'imagerie de perfusion, elles ont un pic dans la 7e décade, comme c'est préconisé dans les guidelines. Donc, on cite souvent des études de Jörg Schwitter pour l'IRM cardiaque, et c'est effectivement un pionnier dans votre domaine. Et donc là, c'est une étude de coût-efficacité qui a été faite en prenant des normes suisses pour déterminer quelle attitude on devait avoir par rapport à la probabilité pré-test des patients. En gros, il regardait quel était le coût de la prise en charge selon la probabilité pré-test, si on faisait IRM suivi de coronarographie suivi de FFR, ou bien si on faisait coronarographie suivi par FFR, tout simple. Et donc, la conclusion de leur article, sur des patients suisses, sur des données suisses avec des chiffres suisses de santé, donc ça veut dire le coût de la santé en Suisse, en fait, ils évaluent que l'IRM serait cost-effective, en fait, pour des probabilités pré-test qui seraient inférieures à 62%. Donc vous voyez que dans la large majorité des patients qui ont au-delà de 70 ans avec des probabilités pré-test qui sont entre 70 et entre 60 et plus, donc selon ce papier, en fait, l'IRM serait trop cher d'un point de vue macroéconomique tout simple.
Donc, on sait aussi que le Coro-CT, si on commence par le Coro-CT, c'est une méthode plus chère. Et puis ça tend à privilégier d'autres méthodes d'imagerie de perfusion en premier lieu, comme l'échographie de stress, quand on a une expertise et une disponibilité locale, ou bien les méthodes d'imagerie de perfusion par médecine nucléaire. Donc, on va parler maintenant de risques. Et puis je sais que tout le monde s'attend à ce que les méthodes de scintigraphie de médecine nucléaire soient les plus risquées. Et puis là, en fait, c'est une évaluation de la Société européenne de cardiologie sur le risque d'imagerie des examens d'imagerie cardiovasculaire. Et puis vous voyez là que, évidemment, quand on prend le risque à moyen terme de complications graves ou bien de décès, la coronarographie est celle qui entraîne le plus de complications. Et puis ça, c'est lié en fait aux complications procédurales. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les complications liées au contraste. Et puis vous voyez qu'ici, on a une large palette d'examens de perfusion ou bien d'examens non invasifs, où en gros, ce qui donne le risque, c'est l'injection de produits de contraste. Vous voyez ici le CT coronarien qui a un risque important lié à l'injection de produits de contraste. Mais c'est aussi de savoir si on utilise pour le test d'effort un moyen médicamenteux ou pas. Et puis vous voyez ici que normalement, l'examen qui est le moins risqué, ce serait une échographie avec un stress physiologique. Et puis plus on utilise des moyens médicamenteux pour faire le stress, plus l'examen devient risqué. Et plus on utilise du produit de contraste, y compris du gadolinium, plus l'examen devient risqué. Donc vous voyez que selon les dires de la Société européenne de cardiologie, en fait, les méthodes d'imagerie nucléaire seraient beaucoup moins risquées que l'IRM dans le cas où on utilise du gadolinium. Pour vous ouvrir aussi un peu l'esprit à certains types de risques qu'on n'envisage pas pour le moment, vous savez qu'en fait, on envisage que le risque lié aux méthodes ionisantes de développer un cancer, primairement, en fait, il est lié à quoi? Il est lié au fait que ces méthodes-là, elles perturbent l'ADN et puis elles entraînent des réparations successives de l'ADN qui peuvent entraîner des missense et à long cours, en fait, des tumeurs. Donc, on voit ici, par exemple, le nombre de modifications des doubles brins d'ADN pour un examen au FDG. Donc, c'est une irradiation d'à peu près 5 millisieverts. Ça correspond également à peu près à l'irradiation qu'on donnerait pour une scintigraphie. Donc, on a à peu près 0,1 double breaks, double cassure de brins d'ADN par examen. Et puis, on peut voir que pour le CT, plus on augmente l'irradiation du CT, plus cette valeur de lésion des doubles brins d'ADN augmente. Et puis, par exemple, la dose d'irradiation qui correspondrait à peu près à un examen de médecine nucléaire, pour un CT, ce serait de l'ordre de 4 millisieverts. Donc 4 millisieverts, c'est encore des CT coronariens qui sont très bas dosés. Et puis, je vais terminer avec la coronarographie invasive. Vous voyez qu'on a beaucoup tapé sur la coronarographie invasive en lien avec l'irradiation des patients, mais on est encore assez conservateur. Et puis, pour terminer, vous voyez, il y a une étude également qui a été faite par Fichter. C'est une étude suisse faite par Fichter sur des IRM 1.5 Tesla, faite dans une condition d'examen de perfusion cardiaque. Et puis, on retrouve en fait des modifications des doubles brins d'ADN qui sont comparables à des injections de 5 millisieverts de FDG et comparables aux autres examens de CT. Donc, on est encore dans le domaine du safety. On ne sait pas ce que ça donne à long terme. Vous ne pouvez pas me dire non plus qu'un examen de médecine nucléaire a entraîné chez un patient une tumeur. Ça, ce n'est pas possible de le prouver tellement les doses, elles sont petites. On sait qu'on a une relation qui pourrait être linéaire entre l'intensité de la dose et puis le risque de développer une tumeur. Et puis ça reste des extrapolations. Et puis si on se met dans ces extrapolations-là, il faut qu'on garde aussi en mémoire que l'IRM pourrait avoir des effets pareils. Et puis il faut qu'on reste prudent sur les indications de l'IRM. Je vais m'arrêter là, merci.